vous remercie d'être présent ce soir à cette table ronde. Harcèlement, un phénomène de société, vie privée, travail, école, quelles solutions? Cette table ronde est à l'initiative de l'association AJC que présentera plus en avant Chantal Paoli-Texier tout à l'heure. Je remercie aussi les participants de ce soir, Chantal Paoli-Texier qui est présidente de l'association AJC, François Leclèche qui est maire adjoint aux affaires sociales et familiales, Françoise Cochet qui est présidente de l'APAS contre les jeux dangereux, monsieur Patrick Bertoncelli qui est président de l'AVHT, Association des victimes du harcèlement au travail, madame Muriel Onona-Wesman qui est psychologue clinicienne, maître Céline Marie, avocat au barreau de Paris, et monsieur Thibaut Gamès qui est commissaire de police ici à Rueil. Afin de permettre les questions après les interventions, je vais demander à participants d'essayer de limiter son intervention à 10 minutes. Voilà, le harcèlement, c'est quoi? Je cite, le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la personne qui en est la victime. Donc on va traiter ce sujet ce soir. Je passe la parole d'abord à monsieur Leclèche qui va nous donner son témoignage à la fois d'homme politique et à la fois d'ancien dirigeant d'entreprise. Oui, merci. Je voudrais d'abord me féliciter d'Arveil d'avoir ces permanences d'AJC parce que depuis 2 ans, car en effet, je pense et je vais essayer de vous en témoigner, on est assez démunis devant ces problèmes et les personnes sont démunies. Lorsque nous avons à traiter des problèmes sociaux dans une commune, il nous arrive de rencontrer le problème social du harcèlement. Alors c'est déjà un grand pas de faire une démarche et d'être confronté, soit à travers le maillage et le réseau social, de franchir la porte. Alors des experts mieux que moi parleront de cela, comment franchir la porte, comment aider à franchir la porte. Et quand ils ont franchi la porte, il peut arriver qu'ils arrivent au social, à l'action sociale, et en disant je suis démuni. Il est clair que les gens sont complètement démunis, car ils subissent le harcèlement. Mais où est la solution? Et c'est là que le témoignage que je peux en avoir fait que, au jour d'aujourd'hui, nous sommes souvent extrêmement démunis. Il ne faut pas avoir peur des choses. Et que ces gens, sur le plan psychologique, et c'est sûr qu'il faut les aider. C'est une aide qu'on peut, à travers ce maillage, apporter. Mais ensuite, il y a tout le reste. À partir du moment où vous dites je ne peux plus supporter ce harcèlement, je dois m'éloigner de ce harcèlement et le faire, eh bien, peut se poser quitter le domicile conjugal. Quitter le domicile conjugal, immédiatement, c'est dire je refuse ce harcèlement, je prends mes responsabilités et je casse les choses. Je vais où? Je vais où si j'ai un enfant? Je vais où même si je suis tout seul? Je vais où? Qu'est-ce que pense ma famille, etc., etc. Et ça, nous sommes confrontés. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et vous dit voilà, moi j'ai telle situation de harcèlement, ce n'est plus possible, je ne peux plus le vivre. Alors après, il y a toutes les prises en charge qui peuvent se faire. Mais vous êtes là, élu, et vous avez un certain nombre de dispositions, mais que sur quel clavier appuyer? Le clavier du logement, le logement d'urgence, etc. Parce qu'à partir du moment où il y a la rupture, et la rupture totale, et les gens sont prêts, ça se déclenche. Ensuite, il y a la rupture financière. Si il y a le harcèlement vis-à-vis d'un conjoint, c'est le problème du logement. Si c'est le harcèlement du travail, c'est le problème immédiatement des finances. C'est-à-dire comment je vais vivre, même si je peux demander une reconnaissance des choses. Alors vous avez cité que j'ai été moi-même chef d'entreprise et confronté à ces problèmes. Nous pas très nombreux, mais suffisants pour être. Moi, je vous le dis en tant que chef d'entreprise, démuni. Quand vous avez quelqu'un qui vient dans votre bureau et qui vous dit voilà, tu es directeur général dans une de vos filiales, le patron de la filiale me harcèle quotidiennement et je ne peux plus m'en dépêtrer. Monsieur, faites quelque chose. Ça vous pose multiples problèmes. D'abord, il est évident, est-ce vrai?
Parce que c'est pas parce que la personne vient vous voir et que est-ce vrai? Quelle enquête? Comment peut-on faire une enquête? Vis-à-vis comment rester discret? Ensuite, votre collaborateur, qui est le directeur de la filiale, que vous connaissez depuis 15 ans, qui est un type que vous avez toujours considéré comme un type formidable, qui a des résultats, etc., qui fait partie peu ou prou d'un comité d'entreprise, d'un comité d'un comité de gestion. Il est votre collaborateur, où tous les mois il vient, et vous avez quelqu'un qui vient vous dire c'est un salaud. Là encore, c'est des choses dans lesquelles nous sommes extrêmement démunis. C'est-à-dire, encore dans l'entreprise, à partir du moment où vous en avez la possibilité, vous pouvez déplacer. Vous pouvez déplacer, et là vous avez une solution matérielle, c'est-à-dire que la personne pourra continuer, etc. Mais ce qui est extrêmement difficile, le témoignage que je voudrais en faire, c'est comment croire, comment aborder la chose avec votre collaborateur, comment faire, si j'ose dire, enquête ou etc. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas non plus traîner au pilori un type qui a rien fait et qui simplement se dit être harcelé parce qu'il y a vengeance. C'est des cas qui sont extrêmement difficiles à laquelle aussi bien un chef d'entreprise qu'un élu municipal a devant lui. Et c'est pourquoi je dis que une chaîne, plus la chaîne est étroite, plus nous pouvons collaborer les uns avec les autres, avec les associations, avec les familles, avec le juridique. Eh bien, il faut le faire, car c'est pas une institution toute seule, qu'elle soit municipale, qu'elle soit l'entreprise ou autre, qui peut résoudre ce problème. L'homme, là-dedans, n'a pas de formation particulière, que ce soit une assistante sociale, que ce soit un élu municipal, encore moins, et pourtant il est confronté là parce qu'il a la confiance de la personne. Il a la confiance de la personne, mais comment peut-il en discerner l'abus ? Personnellement, j'ai défendu, je le dis parce qu'il faut quelqu'un très loin, une royoise qui se disait harcelée et que ce n'était pas vrai, et que je peux vous certifier que c'était, j'avais son témoignage, c'était des écrits, des machins, etc. Ce n'était pas vrai. J'ai été extrêmement loin en essayant en la comprenant. Et je dois dire que c'est avec des services de police que j'avais résolu le problème à l'époque. Et c'était où là nous avions l'un et l'autre essayé de travailler. Il n'y avait pas votre association, il n'y avait pas, nous étions, il y a déjà une bonne douzaine d'années, mais c'est comme ça que nous avions vu que la personne abusait, ni plus ni moins. Donc, ce que je voudrais vous témoigner, c'est que toute la chaîne sociale, elle est préoccupée par ce problème qui est là. Nous le savons fort bien, il y a tous les non-dits, et il faut aider les gens à dire, les gens à en parler, ne pas en avoir, ne pas en avoir peur, ne pas dire qu'elles sont, si elles ont un problème, il faut les aider. Les aider en essayant de dissocier un peu les réelles motivations et autres, et ensuite d'en donner les responsabilités. Mais là, nous sommes des humains. Devant tout ça, il y a notre propre arbitrage. Et je le disais tout à l'heure, c'est cette chaîne de solidarité qui doit nous permettre de donner une réponse. Et ça peut aller, je vous le disais, ça peut aller très loin, c'est-à-dire un logement qu'il faut immédiatement faire d'urgence, c'est une aide financière qu'il faut déployer, c'est une autre situation dans une autre entreprise à trouver, parce que l'entreprise n'est pas toujours non plus solidaire, il y a multe facettes, mais ce que je crois, c'est que aujourd'hui, ce type de réunion que nous avons, le travail que vous faites au sein de cette association permet aux gens de pouvoir venir vers vous, vers les autres, et que si cela est clos, on arrivera de mieux en mieux à résoudre ces problèmes qui sont d'une difficulté
extrême et à laquelle nous sommes souvent, moi je le redis, nous sommes souvent démunis pour en parler. Mais sachez que ce soit dans le monde municipal, cela existe. Alors j'allais dire, cela existe de plus en plus. Est-ce que cela, j'en sais rien, est-ce que cela existe de plus en plus ou est-ce que les gens acceptent d'en parler davantage? Ça, c'est une question à laquelle j'aurais une tendance à croire que les gens s'expriment plus et n'ont moins de contraintes pour dire voilà ce qui m'arrive, voilà mon drame, on doit pouvoir faire quelque chose. C'est pas vécu comme un drame qu'on doit cacher parce que c'est soi-même qui est responsable, mais non, que c'est l'autre qui est responsable et que c'est celui-là qui doit être puni et non pas la victime qui doit endurer. Ça, je crois qu'il y a une évolution de la pensée, une évolution de l'attitude et du comportement de chacun, que ce soit aussi bien dans l'ouverture d'esprit du social qui doit être fait, et en même temps de l'entreprise où on ne peut pas rester. Il est facile vous savez, je vous le dis parce que il est facile de donner, de ne pas s'occuper de la personne qui vous écrit. Quand vous recevez dans votre courrier une lettre qui dit j'ai un problème, etc. Est-ce que vous ouvrez le courrier et dites on y va, ou est-ce que vous le déposez sur le bureau en disant bon on va attendre un petit peu, ça va peut-être se calmer. Là encore, c'est un geste je parle de l'entreprise à ce niveau-là. Beaucoup dans l'entreprise disons ça va se calmer, on verra bien si ça revient encore à un moment donné ou pas. Parce que, je vous le confesse, c'est extrêmement délicat et difficile, parce que ça remue une entreprise, enfin en tout cas, ça peut remuer un comité de direction, ça peut remuer une petite filiale, etc. Parce que c'est quand même un patron qui doit être poursuivi. Ça c'est clair. Mais il faut pas que ça soit la vengeance de la secrétaire non plus, parce que il y a, vous savez, une augmentation qui n'est pas faite, un truc qui n'est pas fait. Bon, et là, discerner les choses me semble la chose la plus délicate. Et encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est un réseau qu'il faut constituer pour réfléchir ensemble, pour regarder, pour se rendre plus expert dans ces domaines. Voilà les témoignages que je pouvais sur ces deux casquettes vous donner, tout en soulignant encore cette complexité. Merci Monsieur Leclèche. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Leclèche. Nous sommes démunis. Heureusement, pour aider les personnes démunies, il y a des réseaux d'associations. Je vais passer la parole d'abord à Chantal Paoli-Texier, qui est présidente de l'association contre la violence morale, qui va plus aborder la violence morale dans la sphère privée, je dirais. Hein. Voilà. Je vais rebondir sur le propos de Monsieur Leclèche qui a dit est-ce que c'est un phénomène de société, et puis en même temps c'est le titre qu'on a voulu donner à cette table ronde. Et je rebondis vraiment sur ce qu'il a dit, parce que effectivement, c'est pas à proprement parler un phénomène de société, parce que ça a toujours existé. Mais disons que maintenant, effectivement, un coin du voile est levé et que on commence véritablement à en parler. Et la première des choses que je voudrais vous présenter, moi j'ai quelques petites diapositives à vous présenter à l'appui de mon propos, c'est le fait que le 9 juillet 2010, l'Assemblée nationale, le Sénat ont voté une loi qui est passée au journal officiel, donc qui est maintenant en place, sur la violence psychologique et surtout sur le harcèlement, qui est notre propos particulier de ce soir. Donc je vous laisse découvrir cette loi. Sachez que ce texte est mis en application, qu'il est très difficile à appliquer en l'état, parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas à proprement parler de définition, qu'on parle plutôt du retentissement. Et qu'à partir du moment où on parle du retentissement, il faut que derrière, il y ait véritablement des expertises, que les unités médico-légales et unités médico-juridiques puissent faire leur travail, sauf que on est quand même en manque chronique de moyens actuellement, et que pour l'instant on a
quand même des problèmes à avoir ces fameuses ITT de retentissement psychologique qui sont la seule preuve à l'appui de ce délit de harcèlement. Mais Maître Marie en parlera de façon un petit peu plus complexe après moi. Donc les définitions. Quand nous avons été auditionnés par le ministère de la Justice pour la création de ce fameux délit de violence psychologique ou de harcèlement, ils avaient débattu très longuement de donner une définition. Alors c'est surtout autour de la violence psychologique. Et nous, à l'époque, on s'était un peu récrié en leur disant mais des définitions, il en existe. L'NVEF, on a fait une qui était extrêmement parlante, où le phénomène d'emprise qui est inhérent au harcèlement ainsi que le rapport de force ou de domination a été clairement exprimé. Même si, quand vous lisez la définition de l'NVEF ou la définition du Code pénal, vous voyez bien que le terme de harcèlement n'est toujours pas défini en tant que tel. La meilleure des définitions qu'on ait pu trouver, même si, encore une fois, elle n'est pas directement liée au harcèlement, c'est celle du CRIVIF, donc c'est canadien. C'est un organisme de recherche qui est lié aux associations de terrain. Et là, je fais un petit clin d'œil à ce que vient de dire Monsieur Leclèche. C'est vrai qu'on a besoin du travail en réseau pour pouvoir solutionner ces problèmes de harcèlement. Mais ça reste encore du domaine, c'est vraiment très difficile. Alors qu'au Canada, le fonctionnement est très différent du nôtre. Ils ont les associations de terrain, mais elles sont liées à l'organisme de recherche qui fait des propositions au gouvernement. Donc c'est vrai que cette espèce de cercle parfait marche très très bien et qui a une véritable prise en charge bien meilleur pour l'instant, enfin que nous. C'est un modèle. C'est un modèle dont s'inspire d'ailleurs l'Assemblée nationale et le Sénat régulièrement. Je sais que dernièrement, on a attiré l'attention sur effectivement des solutions qui sont proposées par le Québec par rapport aux violences conjugales. Donc, j'espère que ça fera tout doucement son chemin. Mais c'est vrai que c'est pareil, il n'y a pas de définition du harcèlement, mais vous voyez bien que l'exercice abusif du pouvoir, le contrôle, maintenir en état d'infériorité, l'obligation, mais surtout provoquer la peur, entraver la liberté et la contraindre, ça fait partie effectivement du harcèlement. Même s'il est très difficile de vous lister les différentes formes de harcèlement, moi je vais simplement évoquer les formes de harcèlement qui actuellement sont prises en compte par la justice, sont répréhensibles, donc le harcèlement téléphonique ou le harcèlement par mail ou le harcèlement par cadeau. Tout le monde se rappelle de cet avocat qui a été poursuivi pour avoir harcelé, alors je déteste le terme, mais harcelé amoureusement une de ses collègues, en la submergeant de courriers, de coups de téléphone, mais aussi de cadeaux. Donc il a été puni. Bon, ça c'est un cas. Nous, on a un dossier où le harcèlement, qui était un véritable harcèlement très très poussé, une traque, j'y reviendrai un peu à la fin, a été puni avec par le biais des violences volontaires avec intention de nuire. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de coups, mais pourtant le procureur et le commissaire qui se sont chargés de l'affaire ont vraiment saisi l'opportunité de caractériser ces faits de harcèlement sous cette dénomination. Et ça a marché puisqu'il a été condamné à 5 ans, alors pas de prison ferme, hein, prison avec sursis, mais 5 ans de contrôle judiciaire et surtout une injonction de soins et des dommages et intérêts, bien entendu, pour la victime. Donc, il y a d'autres formes de harcèlement dont on parle pas suffisamment, mais qui sont extrêmement déstabilisantes et préjudiciables aux victimes. C'est tout ce qui est la prise en otage des enfants et le harcèlement que nous on appelle dit juridique, c'est-à-dire la prise en otage de la justice. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on reste extrêmement impuissant par rapport à ça. Que ce soit la prise en otage des enfants ou que ce soit la prise en otage de la justice. Bien entendu qu'il existe des textes de loi, mais comme l'abus de procédure par exemple, les textes de loi ne sont pas utilisés. L'arsenal de la loi du 9 juillet a mis en place, l'arsenal juridique de la loi du 9 juillet, ils ont mis en place certaines choses par rapport aux enfants qui peuvent être intéressantes.
mais qui demande encore, et effectivement, à être peaufiné et à être appliqué. Donc, bon, je vais pas m'attarder sur les différentes formes parce que c'est très très difficile de vraiment représenter tout ce que c'est que le harcèlement. Et puis, je voudrais insister un peu sur une forme de harcèlement qui, elle, n'est pas du tout reconnue. Donc, je vous donne juste quelques chiffres qui sont les chiffres officiels, hein. En France, c'est tous les 3 jours actuellement. Une femme meurt victime de violences conjugales. Un homme est tué tous les 13 jours par sa compagne. Les chiffres ne précisent pas si, bien entendu, il s'agit de victimes ou d'agresseurs, hein, que ce soit autant pour les femmes que pour les hommes, hein. 31% des crimes conjugaux sont liés à la séparation. Donc, sachant que dans nos chiffres que je vais vous présenter à la fin, la plupart de nos dossiers concernent le harcèlement après la séparation. 500 000 femmes sont victimes de violences conjugales. Dans 70% des cas, les enfants sont présents. Ce qu'on a un peu du mal encore à percevoir aujourd'hui, c'est qu'un enfant témoin est un enfant victime et que quand il est pris en otage, il est doublement victime. Ces chiffres étaient présentés en 2005, donc ils demandent encore à être actualisés, hein. C'était le cabinet de Madame Catherine Vautrin. Et ils ne tiennent pas compte des cas de suicide liés à la violence conjugale ou à ses suites, et des cas de mort suite à des maladies graves. Sachant que le harcèlement et la violence morale déclenchent, mais Muriel va l'exposer de façon un peu plus complète que moi, puisque c'est son volet, la psychologie, déclenche quand même des réponses symptomatiques de la part des victimes, et ça peut aller effectivement très très loin. Donc, quelques chiffres toujours officiels, c'est-à-dire que c'est le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale, et ça, ce sont les chiffres de 2010, donc ils sont réactualisés tous les ans, pour savoir que la violence conjugale a des répercussions économiques importantes. Sauf que, moi, je ne peux pas vous présenter de chiffres liés au harcèlement. Or, quand on a été en procédure pendant 12, 15, 20 ans, imaginez le coût que ça a en santé et en justice. Donc là, vous voyez, les chiffres sont quand même sacrément élevés, hein, en santé, pour la police, pour les aides sociales, pour les pertes de production et les coûts humains. Bien sûr, perte de production. Pourquoi? Parce qu'une femme ou un homme harcelé, il se retrouve dans l'incapacité de pouvoir travailler, de pouvoir s'occuper de ses enfants, voilà. Et donc après, on se retrouve dans des situations qui sont des situations d'enfermement total et de perte. Non seulement de perte de repères, mais de perte effectivement de travail, de pouvoir d'achat. Donc les répercussions financières sont très importantes et c'est vraiment dommage que pour l'instant il n'y a pas encore de chiffres d'établis par rapport au harcèlement. Je veux faire un dernier aparté sur une forme de harcèlement qui s'appelle le stalking, parce que nous on a pris le terme américain, n'ayant pas trouvé l'équivalent en France. Au Québec, ils appellent ça le harcèlement criminel, mais comme nous, on ne peut pas considérer ça comme un crime, on ne peut absolument pas utiliser ce terme. Donc on a gardé le terme anglo-saxon, qui est emprunté à la chasse et qui signifie la traque. Or, que fait un harceleur? Il traque sa proie. Il y a quand même l'intrusion dans le harcèlement. Et cette forme de traque, quand vous avez quelqu'un qui fait le pied de grue en bas de chez vous pendant 24 heures, qui ne bouge pas, ou qui, dans le cas que je vous ai exposé tout à l'heure, le monsieur en question avait aménagé dans l'appartement au-dessus de la jeune femme. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait en catimini, il venait écouter à sa porte. Alors ça, on a pu le prouver. Mais c'est miraculeux qu'on ait pu le prouver. Donc, vous imaginez l'état de peur et de tension dans lequel vivait cette femme. Cette forme de harcèlement vraiment extrême n'est absolument pas prise en compte par la loi que je vous ai montrée au début. Parce que cette forme de harcèlement, elle est parfois, déclenchée, enfin non, comment vous expliquer? Elle est le fait de harceleurs que vous ne connaissez pas. Vous avez tous entendu parler de vedettes de cinéma qui ont été harcelées, sur lesquelles on a fait une fixation, ne serait-ce que Mylène Farmer, par exemple. Il y avait un fou qui avait fait une fixation sur elle, un délire obsessionnel par rapport à elle, et qui a tué la secrétaire de sa maison de disques, tout simplement parce que la secrétaire lui disait que Mylène Farmer n'était pas là.
Il y en a un autre qui, pour Jodie Foster, a essayé de tuer le président des États-Unis. Donc voilà, c'est ce type de harcèlement-là qui malheureusement existe aussi, mais à d'autres niveaux. Le cas que je vous ai cité, c'est un jeune homme qui a fait une fixation sur une jeune femme, mais qui ne l'a pas lâché. Ce harcèlement a duré 10 ans. Donc cette forme de harcèlement, pour l'instant, n'est pas prise en compte. Dans les projets, il y a eu une proposition de la part de sénateurs d'une copie de la loi canadienne. Le projet est pour l'instant sous le coude parce qu'il y a d'autres priorités et que c'est pas une urgence. Donc voilà. Pour finir, je vais finir avec nos chiffres. Donc vous avez on fait pas tout le temps des statistiques à l'association, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais on en a fait en 2006 et puis on en a fait en 2010. Donc en 2010, on avait essayé de répertorier les cas de stalking possibles parmi les 196 contacts identifiés. Quand j'entends contact, en règle générale, c'est les appels. D'accord ? Donc, qui se déclinent comme suit. Donc il y avait 90 cas de stalking victimes. Il y avait 81 femmes et un homme. Contrairement à ce qu'on dit par rapport à la traque, où c'est, par rapport aux célébrités, il paraît qu'il y a plus d'hommes qui sont poursuivis, enfin qui sont des victimes que les femmes. Il y a plus de femmes qui sont érotomanes, mais en fait, non, pas forcément. Les auteurs, il y avait 75 hommes, une femme a été agressée par 2 hommes, et il y avait 16 femmes dans les auteurs de violences, et 2 couples. Sur 90 cas, 8 sont dans une procédure. Il y avait 58 procédures de divorce en cours, donc qui peuvent donner lieu à du stalking après, c'est-à-dire à du harcèlement une fois la séparation enclenchée. 48 cas de violence conjugale qui peuvent laisser place au harcèlement si la victime quitte son conjoint. Et ça, ce sont les chiffres de 2010. Vous allez voir qu'ils ont légèrement augmenté. Donc, ce sont les cas de stalking qu'on a pu répertorier sur 255 contacts. Donc déjà, nos contacts augmentent aussi. Stalking par ex identifié, donc 10%, stalking par conjoint identifié 1%, stalking par connaissance, donc c'est les cas d'érotomanie, 2%, stalking possible avec prise en otage des enfants, c'est 10%, et enfin, stalking possible, tout cas confondu, c'est 54%. Donc ça veut dire que actuellement c'est un problème majeur, dont il va falloir effectivement de plus en plus se préoccuper. Et on abordera à la fin, et avec vous, je l'espère, les différentes possibilités, les différentes solutions à envisager. Merci beaucoup. Après avoir abordé le problème du harcèlement dans la sphère privée, on va l'aborder dans le monde du travail, avec Monsieur Bertoncelli, qui est président de l'Association des victimes du harcèlement au travail. Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier de m'avoir, la présidente de l'AJC, de m'avoir invité à cette table ronde. Oui, aujourd'hui, c'est malheureusement on veut dire, le harcèlement est un petit peu dans tous les domaines. La souffrance existe aussi dans tous les domaines, y compris dans le travail. Et aujourd'hui, donc, je veux aussi me présenter. Donc, je viens d'Avignon. L'association a 11 ans cette année et j'ai démarré l'association un petit peu par hasard parce que je travaille dans une administration auquel le harcèlement était présent, mais personne ne voulait entendre raison, enfin ne voulait pas faire en sorte d'écouter les personnes qui étaient en souffrance. Et quand j'ai commencé un petit peu à aider les personnes, alors que c'était pas mon travail, c'était pas mon métier, écouter les gens qui avaient des problèmes, des gens qui étaient en souffrance, j'ai été moi harcelé. Donc c'est pour ça m'a donné l'idée de créer une association. Et puis aujourd'hui je fais que ça. Aujourd'hui on a à peu près, on peut dire qu'on a à peu près 200 appels par jour. Dans le monde, dans tous les domaines, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le privé. Et aujourd'hui, on essaye d'aider les personnes. Alors, c'est vrai qu'on dit harcèlement moral. Aujourd'hui, le harcèlement moral, ça veut tout dire et rien dire. Il faut qu'on fasse une différence entre la souffrance au travail, le harcèlement moral et le conflit au travail.
Donc nous essayons on va dire, de décortiquer un petit peu ce que les gens nous disent pour qu'on puisse après mettre un mot qui correspond à, on va dire, la souffrance ou le harcèlement moral ou le conflit, parce que aujourd'hui ça arrive beaucoup, c'est entre collègues de travail et ils se disent harcelés or qu'ils ne le sont pas. Nous on est là aussi pour aider les personnes à bien comprendre ce que c'est le harcèlement moral et définir un petit peu leur souffrance ou leur conflit. J'ai aussi mis en place depuis quelques années, parce qu'on s'est aperçu que le harcèlement moral était au niveau de la loi très difficile à prouver, parce qu'il fallait des témoignages, il fallait des certificats médicaux, il fallait beaucoup de choses pour que pour que la justice puisse un petit peu, je veux dire, condamner les personnes. Et on s'est aperçu que c'était beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Alors nous avons développé, la VHT a développé la médiation, et aujourd'hui nous avons un taux de résultat en médiation de 85%, bien sûr quand c'est pris suffisamment tôt, puisque le harcèlement moral, malheureusement, quand les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir trop souvent, je veux dire, au bout des mois, ou voire des années de souffrance ou de conflit ou de mal-être quand ils se retrouvent au travail. Donc, et c'est vrai que cette souffrance au travail, elle a beaucoup d'incidence aussi dans la vie privée, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui sont pas bien au travail ne peuvent pas être bien aussi à la maison. Alors, nous essayons aussi, alors c'est vrai, tout à l'heure j'ai entendu qu'il fallait un maillage. Bien sûr qu'il faut un maillage avec des partenaires avec qui nous travaillons, que ce soit des médecins du travail, que ce soit des inspecteurs du travail, aussi avec les syndicats, mais nous essayons de travailler en collaboration. Pourquoi? Parce que l'association seule ne peut pas tout faire, ne peut pas tout régler. C'est avec beaucoup de personnes avec qui nous travaillons, auxquelles on arrive à trouver des solutions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement moral, on en parle de plus en plus. Alors le harcèlement a toujours existé, la souffrance au travail a toujours existé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus parce que les gens, on va dire qu'ils en ont un petit peu marre de rester dans cette situation et ils ont envie d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, on a au niveau association des statistiques, aujourd'hui nous avons beaucoup plus de femmes qui osent parler que d'hommes. Mais on a quand même, l'association traite quand même 3600 dossiers par an. Tout confondu, hein, c'est vrai. Donc aujourd'hui, le problème, il y est, il existe, et il ne faut pas le minimiser, mais il faut essayer de le régler. Voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps. Vous répondrez tout à l'heure aux questions. D'accord. Je vous remercie. On va aborder avec Madame Cochet le troisième volet de cette table ronde, à savoir le harcèlement à l'école et un de ces aspects qui peut être les jeux dangereux. Oui, Monsieur Leclèche doit partir à une autre réunion. On le remercie. Il profite de partir. Merci beaucoup, Monsieur Leclèche. J'ajoute, pendant que Monsieur Leclèche part, qu'il y aura un petit film à la fin de l'intervention. Un petit film à la fin de l'intervention de Madame Cochet. Bonsoir et merci de m'avoir invité. En réalité, j'avais proposé plutôt l'intervention d'Éric Debarbieux, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est le monsieur harcèlement scolaire et qu'il a conduit récemment 2 enquêtes nationales, l'une auprès des enfants du primaire, l'autre plus récemment auprès des jeunes adolescents du collège par rapport au harcèlement scolaire. Et vous trouverez sur Internet ces 2 rapports qu'il a présentés au gouvernement et à Luc Châtel qui les lui avait commandés. Donc, monsieur harcèlement scolaire n'était pas disponible ce soir et donc je viens vous parler des jeux dangereux qui effectivement parfois arrivent au harcèlement scolaire. Encore faut-il connaître ces jeux dangereux et tous les parents de France devraient savoir de quoi il ressort. Donc parmi les jeux dangereux, il y a 2 types de pratiques. D'une part, des pratiques de pure violence,
Vous avez peut-être entendu parler du Petit Pont massacreur qui a fait la une plusieurs fois des médias suite à des accidents graves dans des cours de récréation, dans des quartiers ou ailleurs. Ça peut se produire n'importe où. Ces jeux de pure violence consistent à lancer une balle qu'ils doivent essayer de faire passer entre les jambes d'un camarade, et ce camarade va se faire tabasser de plus en plus fort, et c'est lorsque la violence est de plus en plus forte que l'enfant a peur, veut sortir du groupe, que le groupe le retient, le fait chuter, et parfois c'est suivi d'un traumatisme crânien. Si par exemple il chute sur le banc du collège comme c'est arrivé, ou sur le sol en béton, ou voilà, il peut y avoir également d'autres accidents sur la nuque, par exemple. S'il chute violemment sur la nuque, on a assisté à des ruptures des vertèbres qui ont entraîné bien sûr des paralysies plus ou moins importantes en fonction de l'atteinte de la moelle épinière. Ce ne sont que des exemples. Il y a également le catch. Je passe très très rapidement, puisque j'ai pas beaucoup de temps, mais le catch, qui a fait son apparition il y a 3-4 ans dans les cours de récréation, a entraîné également un grand nombre d'accidents. Mais si vous voulez, au départ, les enfants ne sont pas conscients des risques et des conséquences de ces pratiques. Par contre, quand l'accident arrive, bien sûr, ça peut être très très grave, et parfois il s'ensuit un harcèlement effectivement envers le plus faible d'entre eux. Alors d'autres types de jeux dangereux qui sont encore plus graves que les précédents sont des jeux de type expérimentation sur le corps. Ces pratiques-là existent depuis des centaines d'années en fait, et nous connaissons des cas de décès depuis les années 50 en France. Il y en a eu probablement avant. Ces pratiques consistent à faire une expérience d'évanouissement sur le corps. Donc ces pratiques concernent des enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Ces gamins qui parfois ont appris ces jeux entre guillemets par le grand-père qui faisait ça quand il était gamin, ou par le grand frère, ou par aujourd'hui Internet, ou parfois par des bouquins de chez Nathan qui proposent ces jeux à des enfants très jeunes. Ces pratiques, donc, les enfants en ignorent totalement les conséquences. Et la conséquence majeure est l'arrêt cardiaque possible lors de ces expériences d'évanouissement. Vous verrez un tout petit film de 5 minutes qui vous expliquera les conséquences physiologiques de ces expériences. Donc, les enfants, au départ, le font en groupe, parfois en simplement arrêtant de respirer, mais de manière très longue, et cette durée assez longue entraîne un risque, et notamment un évanouissement. Ensuite, ils peuvent retenir leur respiration très longtemps, mais également pincer le nez, son nez, et pousser sur leur sinus. On appelle ça une manœuvre de Valsalva. Ça entraîne un évanouissement qui, cette fois, est recherché par le gamin. Ensuite, vous avez des enfants qui font de l'hyperventilation préalable, c'est-à-dire ils respirent très très rapidement. Ensuite, le camarade bloque le sternum de son copain, soit à l'aide du bras, soit avec un coup de poing dans le ventre, qui entraîne un évanouissement. Et enfin, la même pratique existe avec une manipulation au niveau du cou, par compression des carotides et des jugulaires du camarade, avec les doigts, les pouces, les poignets, le bras du camarade, ou parfois avec un lien. Et le lien consiste à comprimer ces zones-là. C'est pas du tout un lien qui recherche une strangulation, une pendaison, ni quoi que ce soit de ce genre. Les enfants ne se rendent absolument pas compte des risques. Bien sûr que lorsque l'enfant tombe en syncope, premièrement, son cœur ralentit et peut s'arrêter à tout moment. Donc vous connaissez les risques de l'arrêt cardiaque. S'il le fait ou le refait tout seul, s'il le fait même avec ses camarades, le cœur peut s'arrêter à tout moment. S'il le fait avec un lien et qu'il tombe qu'il tombe en syncope sur ce lien avant de l'avoir retiré, s'il se produit évidemment un arrêt cardiaque, même chose. À ce moment-là, le corps s'affaisse sur le lien qui est placé parfois seulement devant le cou, parfois autour du cou, et le fait que le poids du corps soit appuyé sur ce lien, évidemment, entraîne à ce moment-là une strangulation qui peut être fatale. Parfois, ces enfants sont réanimés au bout de quelques minutes,
Parfois, le cerveau est déjà endommagé de telle façon que ces enfants restent handicapés à vie, malheureusement, y compris avec l'apnée, avec la pratique de l'apnée. Nous rappelons dans les écoles et à tous les enfants que nous rencontrons que l'apnée est interdite dans les piscines. Pourquoi ? C'est noté dans tous les règlements de toutes les piscines municipales de France depuis quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien évidemment eu trop d'accidents, de malaises lors d'apnées excessives et d'arrêts cardiaques qui ont entraîné des accidents parfois très graves. Alors, je voudrais simplement, puisque j'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai à vous dire, mais vous pouvez vous renseigner sur notre site internet jeuxdufoulard.com où vous trouverez beaucoup d'explications. Je voudrais vous lire cette page du livre de Nathan, parce que celle-ci, vous ne la trouverez pas sur notre site. Nous ne voulons pas évidemment en faire de la publicité. Le jeu proposé à ces enfants de primaire s'intitule « À bout de souffle ». Avant de te lancer, tu secoues tes bras pour évacuer les tensions. Tu expires profondément et tranquillement une dizaine de fois. Vous voyez qu'il s'agit de l'hyperventilation qui, au lieu de les protéger de la suite, potentialise le danger par inversion gaz carbonique CO2 au fond des poumons, dans le sang également, et qui finalement réussit à annuler le réflexe de leur respiration. Donc en fait, avec cette hyperventilation préalable, ils peuvent battre des records extrêmes d'apnée, mais parce qu'ils n'arrivent plus à reprendre leur souffle, d'où le danger majeur. Donc la suite, ton copain te donne un top chrono, tu prends une profonde inspiration, tu retiens ton souffle le plus longtemps possible tout en restant détendu. Plus tu t'entraînes, plus tu battras ton propre record et en route pour le Grand Bleu, vous avez tous vu ce film. Surtout, ne te contractes pas, tes épaules restent souples et en bas de la page, vous voyez l'enfant évanoui, c'est le but du jeu. Donc Nathan nous a répondu que dans une prochaine édition, si l'auteur en était d'accord, il rajouterait en bas de la page « doit se pratiquer en présence d'un adulte ». À l'évidence, ils n'ont pas compris les explications physiologiques qui leur ont été transmises. Ensuite, vous avez un livre de Jean Giono, Faust au village, que je n'ai pas le temps de vous lire, mais il cite ces pratiques. Cette fois, c'est la compression des carotides et des jugulaires, avec un lien, avec la ficelle d'un capuchon. Et il explique que ces pratiques se faisaient dans les familles du côté de la région du Trièves. Donc le grand-père, le fils, la fille, le petit-fils, tous y passaient, faisaient cette expérience, se suspendaient par leur capuchon jusqu'à provoquer une syncope. À ce moment-là, ils avaient des convulsions et au bout du deuxième coup de jarret, il fallait vite les dépendre quand ils avaient pris leur bon temps. Donc vous voyez, c'est une pratique qui existe et qui est citée par des auteurs, dont des auteurs d'ailleurs qui datent de la Grèce antique, comme Sénèque, ou Plutarque plutôt. Plutarque parlait de ces pratiques également à cette époque, qui avait tué un certain nombre de jeunes filles. Pour finir, McDonald's proposait il y a quelques années une petite histoire drôle aux enfants qui prenaient le menu McPie. Et cette petite histoire drôle, je vous la lis. Comment avoir le sommeil comique? Donc il parle de sommeil et non de syncope, et les enfants ne sont pas conscients du tout qu'il s'agit d'une syncope, parfois, d'une syncope. Effectivement, les tout petits de maternelle appellent ça le jeu de la sieste dans la cour de récréation. Alors, les artistes forains de la Grèce antique amusaient le public en appuyant sur un point du cou d'une chèvre, pinçant ainsi l'artère menant au cerveau et l'entraînant dans un lourd sommeil. En relâchant la pression, la chèvre se réveillait à nouveau. Je vous parle pour terminer d'un cas qui m'a été signalé cet après-midi par une infirmière scolaire. Lundi, dans une école primaire, un enfant de CM1 a fait l'expérience devant toute la classe, devant la maîtresse qui était totalement médusée. Il a fait cette expérience de ce qu'on appelle le rêve indien, donc hyperventilation, blocage de la respiration,
pincement du nez et il a poussé sur ses sinus, il est tombé raide mort, enfin pas mort heureusement, il a pu être réanimé. Voilà. Voilà. Et alors cet enfant-là, m'a dit l'infirmière, est un enfant qui est un petit peu fort, qui est pas très bien dans sa peau dans cette école, tout le monde se moque de lui, et elle pense, l'infirmière, qu'il a fait l'expérience devant tout le monde pour montrer qu'il était quelqu'un à cause du harcèlement dont il est victime. Donc voilà. Voilà le lien avec le harcèlement. Bon, bien sûr qu'il y a des enfants aussi qui sont victimes de harcèlement avec ces pratiques. Merci. Au-delà de la chaîne des associations, il y a aussi la chaîne des professionnels qui sont confrontés aussi à ce problème du harcèlement. Donc on va passer maintenant à ces professionnels, la parole à ces professionnels. Et d'abord, je vais passer la parole à Thibaut Gamès, qui est commissaire de police à Rueil-Malmaison, qui va nous apporter son témoignage. Bonsoir. Il marche. Oui. Je vais me focaliser essentiellement mon propos sur les violences conjugales et vous donner un petit peu la façon dont on travaille en police sur ce phénomène, dans la mesure où, comme le disait Madame Paoli au début de son exposé, le problème du harcèlement, c'est que c'est souvent immatériel et qu'une enquête de police se base justement sur des faits matériels. Ce qui peut laisser penser que nous intervenons peut-être des fois trop tard dans ce processus de harcèlement, puisque nous intervenons la plupart du temps lorsqu'il y a un passage à l'acte, donc des violences commises à l'encontre d'une personne dans le cadre de la vie privée. Donc comment on peut avoir connaissance de ces violences, par le biais d'un appel 17, donc le numéro des urgences, soit de la victime qui a subi des coups, des violences de la part de son agresseur, ou du voisinage qui a entendu une forte dispute, des bruits de bagarre, et qui va signaler ces faits à la police. On peut également avoir connaissance de ces faits par une venue spontanée de la victime au commissariat. Donc, comment réagissons-nous dans ces deux cas ? Lors d'une intervention à domicile, les policiers sont en présence donc des deux parties, l'agresseur et la victime. Ils peuvent constater les violences, donc des traces de coups sur la victime, du désordre au sein de l'appartement. Et dans ce cas-là, ils se tournent vers la victime, après avoir écarté l'agresseur, bien sûr, pour savoir si celle-ci souhaite déposer plainte, ce qui basera le travail d'enquête des policiers ultérieurement. Si la victime décide de porter plainte au stade de l'intervention des policiers à domicile, le mis en cause sera interpellé et conduit au commissariat où il sera placé en garde à vue. La difficulté peut se poser lorsque l'on est face à une victime qui a subi de grosses violences, mais que celle-ci ne veut pas déposer plainte. À ce moment-là, le mis en cause ne sera pas laissé quand même à l'intérieur du domicile. Il sera évincé de ce dernier, invité à aller passer la nuit ailleurs. Et la victime fortement invitée à bien réfléchir à sa décision et à venir déposer plainte le lendemain ou dans les jours qui viennent, une fois qu'elle aura un peu réfléchi à la chose pour qu'on puisse initier une procédure. Lorsque la personne se présente au niveau du commissariat, nous lui faisons remplir un formulaire dans lequel elle va préciser la composition de son foyer, sa situation professionnelle, les types de violences subies, donc des violences physiques, violences psychologiques, sexuelles, la récurrence de ces agressions, savoir ce qu'elle a pu déjà entreprendre comme démarche, donc est-ce qu'elle allait consulter un médecin, est-ce qu'elle en a parlé à une association, est-ce qu'elle a déjà déposé des mains courantes, déposé des plaintes. Et ensuite, nous lui demandons, donc à la fin de ce formulaire, quelle suite souhaite-t-elle donner à cette démarche, à cette venue au commissariat, donc poursuivre la vie commune, aller consulter un médecin, demander un hébergement d'urgence. Puis après, une zone libre où la personne peut nous donner tous les renseignements qu'elle veut. Ensuite, deux options se présentent à elle. Une simple main courante parce que la personne ne sait pas encore trop justement ce qu'elle décide de faire, a encore des liens affectifs avec l'agresseur, ou le dépôt d'une plainte. Il faut savoir que même au stade de la main courante, en tout cas, je vais parler pour le commissariat de Rueil-Malmaison, on intervient en demandant préalablement forcément l'accord de la victime, en convoquant le conjoint, la conjointe,
plus souvent le conjoint quand même que la conjointe, pour le mettre en garde et lui rappeler les peines qui sont encourues pour les violences commises sur le conjoint ou la conjointe. Dans le cas d'une plainte, ça sera plus facile. L'individu sera interpellé, placé en garde à vue, auditionné. Dans le même temps, la victime sera envoyée au centre médico-judiciaire donc de Garches afin que des interruptions temporaires de travail soient établies. Nous sommes ici dans le cadre de violences volontaires aggravées. Et la gravité, en tout cas de l'importance de la peine, est conditionnée au nombre d'ITT, nombre de jours d'ITT, supérieur à 8 jours ou inférieur à 8 jours. Toute la difficulté que nous avons, là je rejoins les propos qui ont été tenus, c'est que dans le cadre du harcèlement, quand on a des violences physiques, c'est très simple, il y a des bleus, il y a des ecchymoses qui peuvent être évaluées assez rapidement lors d'une visite au centre médico-judiciaire de Garches. Le souci, lorsque l'on est dans le cadre de violences psychologiques, c'est que le recours à l'examen médical n'est pas systématique. C'est-à-dire que l'enquêteur va devoir sensibiliser fortement le magistrat pour lui dire que nous on est dans des cadres de violences psychologiques, donc qu'il ne se matérialise pas sur le corps de la victime, et qu'il y a nécessité de faire une expertise psychologique. Voilà. Alors, on a beaucoup de mal, c'est ce que me disent mes procéduriers, de manière générale, c'est assez difficile quand même d'obtenir ce genre d'examen quand nous n'avons pas préalablement effectivement des certificats médicaux, des témoignages que peut nous produire la victime pour appuyer la demande. Donc plusieurs cadres, plusieurs types de harcèlement, donc des violences psychologiques effectivement, donc humiliation, dénigrement, chantage, menaces, insultes, mais également pression de l'entourage, que ce soit de l'entourage de la victime ou de l'agresseur. Violence spirituelle également, l'utilisation de la religion par des manipulations, et une violence économique aussi, donc qui rejoint une sorte de chantage, confiscation des moyens de subsistance, contrôle de l'argent, interdiction de travailler et autres. Ce qui fait que la personne est cantonnée chez elle et reste sous l'influence de la personne qui l'agresse. Ce qui peut provoquer une ambivalence, une tergiversation chez les victimes qui, d'une part, sont réticentes à déposer plainte, ça on l'a beaucoup, parce qu'elles ont peur des conséquences, elles ont peur de l'avenir, elles ne savent pas ce qui peut leur arriver si elles décident de se séparer de leur conjoint. Ou des retraits de plainte, ce qui arrive très fréquemment aussi. On va pouvoir, à chaud, lors de l'intervention, notamment à domicile, recueillir la volonté de la personne de déposer plainte. On la conduit en général au commissariat pour prendre la plainte à chaud, mais le lendemain ou le surlendemain, il est assez courant que celle-ci se présente au service pour retirer sa plainte. Au point de vue personnel, ces personnes, effectivement, victimes de harcèlement, ont honte. C'est ce que ressentent beaucoup les procéduriers, ce sentiment de honte, peur d'être critiquées par l'entourage, par les personnes au travail. Elles n'ont plus confiance en elles et ont des sentiments ambivalents vis-à-vis de l'agresseur. Voilà. Donc c'est l'agresseur qui sait en jouer d'ailleurs, qui va s'excuser, promettre qu'il ne le refera plus, ce qui provoque très régulièrement un retrait de plainte justement et un retour au domicile conjugal. Donc lors de ce travail de police, nous sommes en relation avec divers organismes, plusieurs associations, notamment l'ADAVIP, qui est une association qui propose d'une part un soutien psychologique, mais également, ce qui est très important dans ce cas-là, du conseil juridique. Voilà. Comme je vous le disais, il y a une grande appréhension des victimes sur les conséquences de la séparation. Mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai des enfants, j'aurai plus de maison, j'arriverai plus à subvenir aux besoins de mes enfants. Comment je vais faire? L'ADAVIP est là pour donner ses conseils, orientés vers les services compétents. Sur le commissariat de Rueil-Malmaison, cette association tient 2 permanences par semaine, le lundi matin et le mercredi après-midi. Nous avons également le service d'aide aux victimes en urgence, qui est une émanation de l'ADAVIP et qui est vraiment là pour intervenir à chaud. Voilà, nous intervenons au domicile d'un couple. Nous avons une victime qui a été fortement violentée. Nous allons aviser le SAVU, donc ce service d'aide aux victimes, pour qu'il puisse recontacter la personne afin de l'accompagner dans l'appréhension de son agression. Nous avons également une permanence tous les vendredis matins d'une psychologue du ministère de l'Intérieur, en charge également d'accompagner les victimes de tout type, donc de violences conjugales, dans leur cheminement et dans leur démarche. Nous avons également le barreau des Hauts-de-Seine dans sa proposition d'assistance plus générale également aux victimes, et donc depuis peu l'association AJC vers qui nous avons orienté déjà quelques personnes.
Pour terminer, peut-être quelques chiffres. En 2010, enfin sur les 9 mois, ça sera plus simple. Donc du 1er janvier 2010 à fin septembre 2010, nous avons traité 40 procédures de violence conjugale. Nous en sommes à 45 sur la même période en 2011. Alors là, comme le disait Monsieur Leclèche, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce que les personnes en parlent plus? C'est assez difficile à dire. J'aurais peut-être tendance à dire quand même que les personnes ont un peu plus tendance à venir en parler parce que des associations communiquent. On a vraiment des communications là-dessus. Bon, c'est une priorité gouvernementale. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. C'est possible. Nous restons stables dans le nombre de gardes à vue. Et nous gérons beaucoup, effectivement, ces phénomènes de stalking où, suite à la séparation, nous avons beaucoup d'individus qui vont se présenter au domicile de la personne, tambouriner à la porte et ce genre de choses, ce qui fait que nous sommes amenés à les interpeller à nouveau et à poursuivre cette procédure. Voilà. Sur les suites judiciaires, de manière générale, quand on a affaire à une première intervention ou un premier signalement d'agression, le parquet oriente vers une médiation. Et quand nous sommes en réitération, nous avons très régulièrement un déferment, une présentation de l'auteur au parquet, un contrôle judiciaire et de manière générale, ce contrôle judiciaire prévoit à minima l'éviction du domicile et l'interdiction de rentrer en contact avec la victime. Voilà, je vous remercie. Merci. Quand on parle de violence, on parle souvent de violence physique. Aujourd'hui, on a plutôt voulu aborder la violence morale. Cette violence morale qui est plutôt méconnue. Donc on va aborder cet aspect des choses avec Madame Muriel Onona qui va nous parler. Bonsoir. Le plus souvent, les définitions relatives au harcèlement moral insistent sur la répétition, sur l'atteinte au droit, à la dignité, à l'intégrité. Moins sur la progression insidieuse, la montée en puissance de ce type de harcèlement. Pourtant, lors des prises en charge, le plus difficile est de repérer ce moment de bascule, ce moment qui sépare ce qui est légitime, supportable, de ce qui est devenu inadmissible. Concernant l'intégrité physique, on peut aisément et rapidement définir ce qui est inadmissible. Mais concernant l'intégrité morale, jusqu'où les limites peuvent-elles être posées, admises? Il n'y a pas de consensus à ce sujet. Pauvre conne, pauvre con, lancé de temps en temps, t'es nul, tu sais rien faire, t'arriveras à rien, et que dire des regards, des non-dits et des sous-entendus. L'intégrité morale est élastique. Pour autant, face aux victimes, on sait que cette élasticité est le produit d'une grande tolérance où la victime perd lentement mais sûrement confiance et estime de soi. Pourtant, c'est à cette victime que l'on va demander de réagir, de remettre en question une relation qui semble le plus souvent, aux yeux des autres, parfois même idyllique. La victime de harcèlement moral se sent généralement responsable et coupable. Diminuée, dévalorisée, culpabilisée, elle va pourtant devoir se battre pour recouvrer dignité et intégrité. Si elle n'est pas entourée ou incomprise par son entourage, ce combat est voué à l'échec. Une victime de harcèlement moral a besoin de soutien. Soutien des professionnels, soutien familial, amical. Le rôle de la justice est essentiel car il peut être réparateur et signifier au harceleur qu'il n'est pas au-dessus des lois. Mais le rôle de la police l'est tout autant. Les officiers de police judiciaire sont souvent les premiers à pouvoir aider, mais par ignorance, négligence ou parfois même bêtise, ils favorisent parfois le sentiment d'isolement et de culpabilité des victimes. À la maison du droit où je travaille, il n'est pas rare de voir arriver des femmes qui viennent là en dernier recours. Des services sociaux au commissariat de police, elles arrivent démunies, ne sachant plus où aller. Leur calvaire invisible reste méconnu. Il faudrait pouvoir trouver les mots pour décrire le climat délétère dans lequel elles vivent depuis des années, des preuves pour attester de cette violence. C'est la raison pour laquelle une formation à la violence morale, au harcèlement moral est nécessaire. Une victime de harcèlement moral n'est le plus souvent que l'ombre d'elle-même. Selon leurs propres mots, elles sont devenues de pauvres petites choses, vidées, épuisées. Quand elles viennent demander de l'aide, c'est notre rôle à nous professionnels de leur permettre de repérer cette violence et de réagir, bref, de leur fournir des armes pour se défendre, première étape vers une libération possible. La peur, la panique sont les sentiments qui dominent. Le harceleur est le plus fort, le plus charmant, il est souvent très apprécié par l'entourage. Il sait parler, convaincre, tandis que la victime, elle, s'enlise dans la justification, la communication stérile, puisque le dialogue est impossible, truffé de mensonges et sous-tendu par une mauvaise foi systématique. On demande aux victimes de prendre de la distance, de rompre le contact et la communication. Mais comment faire quand il y a des enfants à élever ensemble? Une paire de baskets oubliée, la prise d'un rendez-vous chez le médecin devient alors l'occasion à nouveau de harceler et de replonger la victime dans cette peur dont elle a tant de mal à s'extirper.
Les définitions de la violence morale, du harcèlement, ne permettent pas aux victimes de s'identifier d'emblée à leur contenu. Comment les rendre plus précises? Qu'est-ce que la dignité? Et à quel moment cesse-t-on d'être digne? Qu'est-ce que l'intégrité psychique? Que signifient des agissements répétés qui visent à dévaloriser les conditions humaines? Ces mots sont trop abstraits pour que les victimes puissent s'y reconnaître. Surtout, et c'est en fait le principal message de mon intervention, quand la violence morale, méconnue, est le plus souvent d'emblée banalisée. Hannah Arendt, qui était philosophe, avait évoqué en 1963, lors du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, la banalité du mal. On peut reprendre ce concept à propos du harcèlement moral, car il pose la possibilité de l'inhumain qui réside en chacun d'entre nous. Face à la violence morale, la pensée est comme sidérée. Cette violence difficilement identifiable, du moins au début, paralyse la pensée et tout sens critique. Continuer à penser, c'est-à-dire à s'interroger sur soi, sur les raisons de ses actes, sur la norme, est la condition pour ne pas sombrer dans cette banalité. Ce n'est pas grave, c'est juste une claque. Il recommencera plus. Il est tellement gentil. Tu es sûr que tu n'exagères pas un peu? Hormis les professionnels formés à cette violence ou des témoins directs, la violence morale est méconnue et permet aux harceleurs de passer parfois même pour des victimes. Il y a dans la violence morale un paramètre essentiel qui demeure a priori impensable. Pourquoi tant de haine? Et si la victime peut croire à un moment qu'elle a suscité cette haine, voire même qu'elle l'a méritée, il est essentiel de l'amener à comprendre qu'elle n'est que l'exutoire de cette haine et non son origine, que cette haine ne lui appartient pas mais s'exprime à travers elle. Toute personne, dans le dévouement et la tolérance, sont susceptibles d'être un jour des victimes de harceleurs. Jusqu'où peut-on se dévouer par amour et quelles sont les limites de la tolérance? Il est plus facile de combattre un ennemi que l'on connaît, que l'on a identifié. Or, la violence morale dans le couple prend plus souvent l'allure au départ du gendre idéal ou du prince charmant que celle d'un monstre sans scrupules. Et quand le piège se referme, il est déjà trop tard. La violence morale, à l'instar de la violence physique, nous contraint aujourd'hui à repenser une définition claire et sans compromis, sous peine d'être contraint toujours à laisser perdurer l'injustifiable. Merci. Je vous remercie. Vous l'avez dit, la victime a besoin de soutien et de soutien juridique aussi. Je vais passer la parole à Maître Marie qui va aborder cette réponse juridique à ces problèmes de harcèlement. Oui, bonsoir. Il fonctionne? Oui. Donc, vaste programme en 10 minutes de vous faire une synthèse de toutes ces formes de harcèlement et de la réponse qu'apporte la loi à ces différentes formes de harcèlement qu'on a évoquées depuis le début de cette conférence. On va les aborder distinctement. Tout d'abord, le harcèlement dans le droit du travail et le harcèlement dans la sphère privée, puisque ce sont deux choses juridiquement abordées différemment et de manière distincte. Dans le droit du travail, depuis 2002, on est dans un système à peu près cadré. On a le code du travail et le code pénal qui définissent, qui tentent de définir le harcèlement moral au travail comme des agissements répétés qui entraînent des dégradations dans les conditions de travail et qui ont des répercussions sur la santé psychique et physique des salariés. Partant de là, on recoupe différents types de harcèlement, différentes situations, différentes histoires. On peut avoir des salariés à qui l'on enlève tout outil de travail, qu'on décharge de toute responsabilité, dans des cas extrêmes, souvent cités, que l'on met dans un bureau à l'écart, sans ordinateur, à qui l'on n'adresse plus la parole, que l'on exclut de la vie de la société. À l'inverse, on a des cas où le salarié est surchargé de travail, à qui on rajoute des responsabilités, à qui on demande de rendre des rapports le vendredi soir à 21h pour le lundi matin 8h, qui est brimé, humilié, parfois insulté. On a eu des cas extrêmes d'ailleurs qu'on rencontre, comme j'ai vu un employeur qui n'a pas hésité à baisser son pantalon en disant « j'en ai rien à faire de toi, tu vois où je mets tes plaintes, où je mets tes avocats, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es qu'une merde, etc. » Là, on est dans des cas extrêmes. Ceci dit, ça recoupe tout type de harcèlement moral au travail. Ceci étant, on se heurte, nous, juridiquement, à des difficultés qui sont un petit peu différentes sur ce cas de harcèlement au travail par rapport au cas de harcèlement dans la vie privée. Première difficulté, problème de définition. On a une définition
relativement large, mais qui parfois pose des difficultés de limite. Deuxième difficulté, la preuve. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va retrouver régulièrement. Comment prouver que l'on subit un harcèlement dans le cadre du travail? Alors, les nouvelles technologies nous aident finalement pas mal, parce qu'il y a encore quelques années, le mail était moins répandu. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on retrouve fréquemment et qui nous apporte un certain nombre d'indices. Donc, on a des dossiers qui gagnent en centimètres de hauteur, mais qui se justifient par tous ces échanges qui apportent une preuve de harcèlement, de demande de projets à rendre. Parfois, j'ai vu des mails insultants. C'est pas très prudent de la part des harceleurs, mais ça arrive. Vous êtes vraiment une bande d'incapables. Je vais vous faire la peau lundi matin lors de la réunion commerciale. Ça va virer sec s'il n'y a pas les résultats escomptés. J'en ai marre de me casser le cul pour une équipe de branquignoles comme ça. Enfin, on a vraiment des choses parfois qui sont très caractéristiques. Et en tant qu'avocat, je vous avoue que ça m'aide un petit peu d'avoir ce genre d'éléments de preuve. Donc on peut avoir des mails, on peut avoir des attestations. Là, forcément, les autres salariés encore en place, on peut les comprendre, hésitent à attester pour la personne qui est encore son employeur ou pour son collègue de travail, puisque parfois le harcèlement est horizontal. Donc dans ces cas-là, c'est plutôt des attestations d'anciens salariés qui ont vécu la même chose et qui acceptent de porter main forte au dossier. On a comme type de preuve les certificats médicaux de médecins traitants, ordonnances anxiolytiques et autres. Voilà le type de preuves qu'on peut recueillir, qu'on peut récolter. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il n'y a pas toutes ces traces dont je vous parle. Parfois, c'est pas aussi extrême que cela. Et dans ces cas-là, on se heurte à effectivement des difficultés de preuve. Troisième type de difficulté, et là, on rejoint un peu ce que vous avez dit sur où coller les limites, où mettre les limites. Alors, dans le droit du travail, la limite, elle est où? Et la jurisprudence s'attache à fixer cette limite. Quand est-ce qu'on peut parler de harcèlement? Quand est-ce qu'on est encore dans un pouvoir de direction? Quand est-ce que l'employeur a le droit de dire à son salarié, écoute, tu me rends ce rapport pour mardi prochain parce que voilà, le client attend? Quand est-ce qu'il dépasse son pouvoir? Quand est-ce que la victime le ressent comme tel? On a effectivement aujourd'hui en jurisprudence cet attachement à distinguer le pouvoir de direction, l'autorité normale du chef d'entreprise, du harcèlement, de l'excès et de l'abus. Passer ces difficultés, une fois que l'on est face à une situation identifiée de harcèlement moral, le salarié a plusieurs possibilités qui s'offrent à lui pour essayer de trouver une solution. Elles sont diverses et variées. Alors, je m'entretenais avec monsieur tout à l'heure, effectivement, je n'y avais pas pensé, mais je m'excuse, je ne suis qu'avocate. On n'y pense pas toujours. Effectivement, des formes de médiation qui peuvent, dans le cadre du travail, je pense, aboutir à des résultats favorables. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, quand la situation est prise très en amont, avant que les relations soient complètement cristallisées, que la perte de confiance soit définitive. Donc ça serait la solution idéale. On arrive à gérer le problème sous forme de médiation avec un intervenant extérieur. Après, si le salarié veut sortir, pour sortir du harcèlement, bien souvent, il faut sortir de l'entreprise. Il n'y a pas 36 solutions, sauf à être dans un grand groupe et à pouvoir être muté ailleurs. Mais sur des plus petites structures, l'autre solution, la meilleure, serait une éventuelle négociation. Pourquoi pas? Maintenant, on nous offre la possibilité de rompre son contrat de travail de manière conventionnelle et amiable. Ça serait une solution assez favorable pour tout le monde. Le salarié perçoit les allocations chômage. Il peut rebondir, partir sur autre chose. Il renonce en revanche à toute forme de procès et de revendication par la suite. Autre type de solution assez dangereuse, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. C'est le salarié qui écrit à son employeur en disant « Vous ne respectez pas vos obligations, vous me harcelez, c'est moi qui romps mon contrat de travail. Et je vais ensuite devant le Conseil de prud'homme pour faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et je vous demanderai
des dommages et intérêts. Je vous dis que c'est un peu dangereux parce que dans ce cadre-là, le salarié ne perçoit pas les allocations chômage et il faut, enfin en tout cas moi c'est ce que je recommande à mes clients, que derrière ils aient retrouvé d'ores et déjà un emploi, enfin qu'ils aient une solution de repli en tout cas financier, sinon c'est juste une catastrophe puisqu'il faut attendre le jugement hypothétique aléatoire du Conseil de prud'homme pour espérer être qualifié en licenciement sans cause réelle sérieuse, percevoir les allocations chômage et avoir un moyen de subsistance. Quatrième ou troisième, je ne sais plus, solution, la reconnaissance de son inaptitude physique à retourner travailler dans la société dans laquelle on est harcelé. Là, il faut la contribution du médecin du travail qui, à la suite d'arrêt de travail long, peut reconnaître un salarié inapte à retravailler pour cause de harcèlement moral. Dans ces cas-là, l'employeur est contraint de le licencier pour inaptitude. Donc le salarié obtient un licenciement avec toutes les garanties qui vont avec la liberté éventuellement après de contester celui-ci. La dernière solution qui est la moins bonne serait une démission, puisque là, il n'y a pas non plus les avantages liés au licenciement. Après pour obtenir des indemnités, c'est bien entendu le conseil de prud'homme, faire reconnaître le harcèlement moral, demander des dommages à intérêts. Il est vrai que la définition est relativement stricte, finalement on s'aperçoit que cette loi qui a eu beaucoup de succès au début, il y a eu énormément de plaintes pour harcèlement moral dans le cadre du travail, beaucoup de demandes, peut-être trop, maintenant est moins utilisée, en tout cas de ce que j'en constate, et on utilise plus facilement des textes généraux sur la responsabilité civile, le dommage, vous m'avez causé un dommage, de par votre faute, je demande des dommages et intérêts, avec des conditions juridiques un peu moins strictes et qui permettent cette reconnaissance de préjudice moral auquel de nombreux salariés tiennent à juste titre souvent. Donc voilà rapidement le schéma juridique qui traite le harcèlement moral au travail. Dans un tout autre domaine, le harcèlement dans la vie privée, tel qu'on en a parlé avec Chantal Paoli. Donc avant la fameuse loi de 2010, on était avec nos petits textes, le harcèlement téléphonique, les appels téléphoniques malveillants. On faisait passer le harcèlement moral pour de la violence, donc on utilisait les textes sur la violence. Tout ça était assez imparfait, la sensibilisation était encore moins importante qu'aujourd'hui, et les résultats pas toujours satisfaisants. Depuis la loi de 2010, on a le délit de violence psychologique, donc en théorie on peut aller dans un commissariat déposer une plainte pour violence psychologique, on a la possibilité d'obtenir une condamnation à l'emprisonnement et une peine d'amende de l'auteur de ces violences. Sur ces violences au sein de la vie privée, il y a plusieurs cas qu'on a évoqués. Si je les synthétise, puisqu'on est là pour un peu faire des cases pour que ça soit un peu plus clair, on a, alors je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'assistance, mais bien souvent ce sont des femmes, donc je vais utiliser ce schéma-là, vous m'en excuserez. Une femme qui subit un harcèlement moral, une emprise pendant 5, 10, 15, 20 ans, et qui décide d'y mettre fin, de se séparer de son conjoint, de son mari, et dans ces cas-là, on entame une procédure de séparation, le harcèlement moral, et en tout cas ce qu'elle a vécu a toute sa place. Et puis l'autre type de situation qui rejoint un peu le stalking, c'est-à-dire le harcèlement qui naît après la séparation, du fait d'un conjoint qui ne supporte pas cette séparation, et qui met en place une véritable politique de harcèlement. Alors, les exemples sont nombreux et parfois effrayants. Effectivement, le jeune homme qui s'installe au-dessus de l'appartement de la jeune femme, mais on a vu aussi, j'ai une cliente, elle a mis fin à sa relation brève, épisodique, pas une relation de 10 ans avec quelqu'un qu'elle avait rencontré. Partout où elle allait par la suite, il était là. Hein. Il était au courant de toutes les soirées où elle se rendait, il était sur le marché tous les dimanches, il arrivait à se faire inviter dans ses réunions de travail, elle avait 10, 20, 30 textos par jour. Alors au début c'est très gentil, hein, tu veux pas qu'on aille tous les deux faire un pique-nique, et puis alors comme elle répondait pas, au fur et à mesure, à la fin de la journée, c'est espèce de grosse salope. Les mails, n'en parlons pas, et puis ça finissait en agression physique, effectivement. Alors elle a changé je ne sais combien de pneus de sa voiture, au moins 10 fois de numéro de téléphone portable. Enfin, tout cela est juste invivable, insupportable, et la loi n'a pas toujours les réponses adéquates. En tout cas, avec ce nouveau délit, on a un peu plus de moyens d'arrêter ce genre de comportement. Et j'y reviendrai. Les difficultés
sur les violences morales face à la justice dans le cadre familial, c'est toujours cette absence de définition précise, c'est toujours cette difficulté de preuve. Donc là, on y revient, les attestations, les mails, les textos. Alors ça, les textos, c'est devenu la preuve numéro 1 en ce moment, avant les mails, je crois, en ce moment. Donc les textos, les mails, les attestations de la famille, les certificats médicaux. Mais bon, parfois c'est pas effectivement évident. On se heurte à un vrai problème de crédibilité des victimes que l'on a du mal parfois à croire, à suivre. Surtout si elles commettent, à mon sens, l'erreur numéro 1 d'arriver en disant bonjour, je suis victime de harcèlement moral, d'un pervers narcissique, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Là, excusez-moi, peut-être pas Roy Malmaison, mais dans certains commissariats et certains magistrats, on les regarde en disant c'est quoi cette folle. En résumé, ça peut revenir à ça. Je crois qu'il faut être très prudent dans la description de ce que vivent les victimes. Alors elles sont effectivement dans un état de stress, elles ont envie de voir leur statut de victime reconnu, elles sont persuadées qu'on va les entendre parce que forcément elles ont raison, que tout le monde va comprendre ce qui leur arrive et que forcément un juge, un commissaire, un avocat sont à même de tout de suite en 10 minutes comprendre ce qu'elles vivent et donner une réponse satisfaisante. Malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et il vaut mieux avoir une attitude factuelle, décrire ce que l'on vit depuis 5-10 ans, quelques mois, plutôt qu'arriver à poser un diagnostic qui parfois braque les interlocuteurs juristes et le système judiciaire qui, et là aussi effectivement c'est une difficulté autre, qui n'est pas forcément sensibilisé, formé à comprendre ce type de violence et ce type de harcèlement. Donc il faut y aller vraiment progressivement. Dans ce type de dossier, en termes de réponse, malheureusement, là encore, je n'avais pas pensé dans le droit du travail, mais alors là, pour le coup, la médiation, la transaction, c'est très difficile, voire quasi impossible. Merci Chantal, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je le pense. Il y a des exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais quand on a des femmes qui ont été sous emprise pendant 10-15 ans, ou qui sont complètement harcelées jour et nuit, allez voir leur agresseur, parce que finalement c'est ça, autour d'une table en disant écoute, on va s'arranger, alors les enfants tu les prends quand? Bon écoute, alors d'accord le vendredi, puis toi le samedi, d'accord je te fais un cadeau, alors les pensions je te fais 50 €. Pas du tout, c'est la guerre. Ou alors la transaction est utilisée, mais utilisée par les agresseurs pour faire traîner les choses. Et parfois je récupère des dossiers où il y a des clients qui essaient depuis des années des consentements mutuels qui n'aboutissent pas. Parce que voilà, et on perd un temps précieux. Donc je ne suis pas du tout procédurière et forcément vindicative, mais dans ce type de dossier, je crois que la transaction et la médiation sont dans la plupart du temps à exclure. Alors parce qu'effectivement, et c'est ce que disent les spécialistes, bien souvent il faut une réponse claire, dure, que la justice pose un veto en disant voilà, vous arrêtez, ça ne se fait plus, vous ne l'approchez plus. Et sinon, vous risquez prison, vous risquez d'avoir de gros soucis. Et là, effectivement, dans certains cas, ça peut permettre d'arrêter les choses. D'ailleurs, l'exemple que je vous citais, ça a parfaitement bien marché. Comme quoi, ça donne un peu d'élan. Donc, c'est quoi? C'est une plainte devant le commissariat de Royan-Malmaison. Sursaut. Qui parfois, il ne faut pas se cacher, n'aboutissent pas et sont classés sans suite. Parfois, ben non, c'est pas vous qui décidez. Ben non, je sais, mais c'est une, voilà, on dépose une plainte. Les policiers font leur travail, c'est pas eux qui ont le pouvoir de décision, c'est le parquet. Plus tout ça, plus les preuves que vous apportez aussi, il faut quand même être honnête, plus la faculté de persuasion de l'agresseur qui parfois est très grande. Donc parfois ces plaintes n'aboutissent pas. Dans ces cas-là, on a quand même nous une solution qui est la citation directe devant le tribunal correctionnel. Là, il faut qu'on ait nos propres preuves parce que pour le coup, la police ne nous aide pas. On ne veut pas s'appuyer sur une enquête de police et on est seul face au juge avec notre dossier, nos attestations, nos textos, voilà. Donc là, il faut avoir préparé quelque chose d'un peu plus solide, mais c'est une solution que de citer directement ensuite
l'agresseur devant un tribunal correctionnel. Après, dans le cadre des divorces, je ne vais pas m'étendre sur les divorces, parce que de toute façon, si vous ne m'arrêtez pas au bout de 10 minutes, voilà. Voilà. Mince. Donc les divorces, c'est pareil, le harcèlement moral, il y a sa place, soit comme un motif de faute, soit pour organiser les droits de visite, d'hébergement des enfants. Bien souvent, c'est là que pas qu'on utilise, mais en tout cas que c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Là encore, et je crois que je vais terminer là-dessus, alors je vais essayer d'être positif quand même malgré tout, mais il faut quand même avoir l'esprit que le parcours juridique, judiciaire pour faire reconnaître son statut de victime de harcèlement moral, que ce soit dans le droit du travail et encore plus, je crois, dans le droit de la famille, c'est quand même un parcours effectivement long, difficile, coûteux, j'ai cru comprendre. Non mais c'est vrai. Non mais je me sens tout de suite visée quand on... Non. Mais psychologiquement lourd à porter, enfin c'est vraiment une bataille, voilà. Quand on peut s'y engager, au contraire, il y a plein de victimes qui effectivement en ont besoin, d'autres moins, mais il faut savoir que ça va être compliqué. Il ne faut surtout pas, je crois, tout attendre de la justice, du droit, des policiers, des avocats, des magistrats. Il ne faut pas tout miser dessus, il ne faut pas attendre de la justice une réponse complète à ce problème de harcèlement. Il faut s'y engager en ayant à l'esprit que ça peut échouer, et ça, je crois que c'est primordial, sinon c'est un deuxième traumatisme que de vivre l'échec. Il faut y aller en ayant conscience que la justice, elle fait avec ce qu'elle a, avec les lois qui ont été votées, avec les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours dans la justice, mais qui ne restent que des hommes et des femmes, avec une justice qui forcément est imparfaite. Après, on a quand même de bons résultats, il ne faut pas être complètement pessimiste, mais il faut être lucide. Non, mais c'est hyper important, sinon on est déçu, on est 2 fois plus déçu, on est 2 fois plus traumatisé bien souvent. Voilà, enfin en tout cas ce soir, je trouve que c'est un bel exemple de ce qui devrait se faire au quotidien, parce que les avocats ne sont pas psychologues, ne sont pas policiers, ne sont pas associatifs et vice-versa, et en fait c'est la réunion de toutes les compétences qui permet de trouver des solutions. Après voilà, il n'y a plus qu'à. Merci de votre attention. Je vous remercie, maître. On va conclure. Je vais demander à Chantal de conclure brièvement, si vous me permettre, afin de permettre quelques questions et un débat après cette table ronde. Merci, Chantal. Je vais être très très brève. Je vais simplement dire que j'estime quand même que depuis 1999, date de création de l'association, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un progrès très net. Il y a quand même une évolution des mentalités et que la prise en charge du harcèlement, que ce soit juridique, que ce soit policier, que ce soit psychologique, passe par cette médiatisation, cette reconnaissance et, comme l'a très bien dit Céline, par le travail de collaboration de tout le monde. Je tiens quand même aussi à remercier Monsieur Leclèche qui est rapidement parti, mais qui a évoqué le rôle des politiques, qui est quand même essentiel. Sachez que vos députés sont quand même là pour vous, victimes quand vous en avez besoin. Et puis bon, ce sont quand même eux qui votent les lois et qui font avancer les choses, et que la loi du 9 juillet n'existerait pas sans l'engagement de certains politiques. Et puis je voudrais surtout remercier Monsieur le commissaire, qui a un commissariat qui est quand même un exemple, un modèle, parce que pas beaucoup de commissariats proposent autant de services pour les victimes directement. Moi, c'était la première fois quand j'ai rencontré Monsieur le commissaire que j'ai pris connaissance du SAVU, c'est ça? C'est le SAVU? Du SAVU. Là, David on connaît, c'est l'INAVEM, c'est les regroupements INAVEM, mais du SAVU, je ne connaissais pas. Le fait qu'il y ait une psychologue, alors ça aussi, c'est... vous voulez pas l'envoyer à Elancourt Vous voulez pas être commissaire à Morpan Parce que voilà, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, je viens d'être contactée par un brigadier de gendarmerie qui justement est en train de monter sa brigade du côté de Lyon, et qui me dit textuellement, moi je voudrais que vous veniez faire une formation
pour mes gendarmes parce que la violence morale, ils dominent pas, ils comprennent pas et on n'arrive pas bien à travailler, mais j'ai pas de sous. Voilà. Donc, j'ai dit oui quand même, parce que c'est pas l'argent qui compte, bien entendu. Enfin, si pour nous, oui, quand même, c'est le nerf de la guerre. Mais bien sûr qu'on va la faire quand même cette formation, parce que c'est bien déjà que quelqu'un soit motivé et envie de faire bouger les choses. Donc voilà, et on espère que ça fera boule de neige. Donc on va rester un tout petit peu positif et on va vous passer la parole à vous de lancer les boulets.